Bienvenue dans la bibliothèque du bâtisseur. Ici, on ne va pas simplement résumer des livres, on va suivre un véritable parcours de bâtisseur. Chaque ouvrage va apporter une nouvelle pierre à l'édifice jusqu'à construire une vision complète de la richesse, de l'investissement et du développement de soi. Avant d'apprendre à investir, à lire un bilan ou à construire un patrimoine, il y a une étape incontournable. Il faut d'abord apprendre à bâtir son esprit. Tout commence par l'impulsion et par la vision. Comment programmer sa façon de penser pour favoriser la croissance? Comment développer un état d'esprit tourné vers l'abondance plutôt que vers la peur du manque? C'est précisément l'ambition de Napoléon Hill, pas de vous apprendre à gagner de l'argent avec une méthode miracle, mais de vous transmettre ce qu'il appelle une véritable philosophie du succès. Une manière de penser, de décider et d'agir qui, selon lui, précède toutes les grandes réussites. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce livre pour ouvrir la bibliothèque du bâtisseur, parce que tout le reste repose sur cette première pierre. Pourtant, ce livre m'a trouvé au bon moment. Pas à 20 ans, je n'étais pas prêt. Je n'aurais probablement pas compris le message, en tout cas pas vraiment. Je l'ai lu pour la première fois vers 24 ans, une période où je commençais à construire concrètement mon premier bien immobilier, mon PEA, les premières vraies décisions financières de ma vie. Et là, je l'ai relu du haut de mes 32 ans pour préparer cet épisode. Et j'ai réalisé à quel point je l'avais oublié, à quel point il est puissant. Ce livre s'appelle en français Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill, 1937. Mais avant même d'entrer dans le contenu, je vais commencer par quelque chose d'important. Le titre français, il est selon moi mal traduit. Et cette nuance change profondément le message du livre. Le titre original, c'est Think and Grow Rich, ce qui pourrait être traduit plus justement par penser et croître vers la richesse. Deux nuances qui changent tout. Parce que think, c'est penser, c'est concevoir, imaginer, croire, ressentir. C'est vaste, c'est créatif, c'est émotionnel. Et devenir, c'est un événement ponctuel, on devient riche un jour. Grow, c'est croître, c'est un processus organique, progressif, continu, comme un arbre. Dès le titre, il nous dit quelque chose d'essentiel. La richesse ne se décrète pas, elle se cultive. Si j'ai choisi de commencer cette bibliothèque par Napoléon Hill, ce n'est pas parce que tout ce qu'il dit est une vérité absolue. Au contraire, on va y revenir avec un regard critique, mais parce que beaucoup des livres qui m'ont marqué ensuite partent de cette même question fondamentale. Quelle relation avons-nous avec l'argent, avec la réussite et avec nous-mêmes? Hill pose cette question en 1937 et elle est toujours sans réponse simple en 2026. Partie 1, le secret et l'énigme. Dès les premières pages, Hill annonce quelque chose d'étrange. Il y a un secret qui apparaît au moins une fois dans chaque chapitre du livre. Mais il refuse de le donner directement parce que selon lui, si on te le livre tout cuit, il ne fonctionnera pas. Il faut que tu le découvres toi-même, au moment où tu es prêt à le recevoir. Le secret parle à celui qui écoute. Il nous donne quand même un indice, un seul, toute réussite, toute fortune débute par une idée. Voilà la première moitié du secret, la pensée précède la réalité. La deuxième moitié, on la découvrira en lisant ou peut-être en écoutant cet épisode jusqu'au bout. C'est un beau tour de passe-passe pour un livre de 1937 et c'est aussi philosophiquement juste. La connaissance qu'on découvre soi-même s'ancre différemment de celle qu'on reçoit passivement. Il le savait et il a construit tout son livre autour de ça. Partie 2, un livre entre mythe et réalité. L'histoire officielle est belle. En 1908, Napoléon Hill, jeune journaliste de 25 ans, sans argent, sans réseau, croise la route d'Andrew Carnegie. Donc Carnegie, à l'époque, c'est le géant de l'acier américain, immigré écossais parti de rien, et devenu l'un des hommes les plus riches que la planète n'ait jamais connus. Durant leur entretien, Carnegie lui lance un défi fou. Consacre les 20 prochaines années de ta vie à interviewer les plus grands succès de ton époque. Ford, Edison, Rockefeller, etc. Trouve la formule universelle de la réussite, celle qui fonctionne pour l'homme ordinaire. Il accepte des centaines d'interviews et 20 ans d'entretien et en 1937, en pleine Grande Dépression, il publie ce livre. Voilà pour la légende. Maintenant, soyons honnêtes, parce que c'est l'esprit de ce podcast. Certains historiens ont sérieusement remis en question cette histoire. Les preuves tangibles de ces entretiens prolongés sont difficiles à trouver. Des anecdotes ont probablement été embellies. Mais est-ce que ça tue le livre? Bah absolument pas. On n'est pas là pour vérifier une biographie, on est là pour extraire ce qui est utile, laisser ce qui ne l'est pas et confronter les idées à notre propre réalité. C'est ça lire en bâtisseur lucide. Partie 3, l'idée centrale, la pensée précède la réalité. La thèse centrale du livre tient en une phrase. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Belle phrase, dangereuse aussi si on la comprend mal. Sur les réseaux, cette idée est devenue une magie moderne.
visualise le chèque d'1 million, répète-le chaque matin, l'univers va te l'apporter. Ah non, ça marche pas comme ça et il ne dit pas ça. Ce qu'il dit est plus subtil, plus mécanique. Ta pensée crée tes croyances guident tes choix déclenchent tes actions produisent des résultats. C'est une boucle fermée. Et je vais te donner un exemple que je vois quotidiennement, donc presque tous les jours. Quelqu'un qui se répète en boucle, l'investissement, c'est pas pour moi, je n'y comprends rien, le système est truqué. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Son cerveau va valider cette croyance, il va ignorer les opportunités, il va laisser son argent stagner pendant que l'inflation le grignote. Et dans 10 ans, il dira, tu vois, j'avais raison. Il a créé sa propre réalité par inaction. Moi, j'ai commencé avec 1 350 € par mois à la fin de 6 ans d'études. Pendant longtemps, je voulais juste réussir. Mais réussir quoi? Vers quelle direction? Je n'avais pas de réponse claire et sans réponse claire, je prenais des décisions floues. Ce qui a tout changé, c'est le jour où j'ai arrêté de penser en termes vagues, où j'ai commencé à me dire je peux apprendre et je peux commencer avec ce que j'ai maintenant. Pas avec ce que j'aurai dans 5 ans, mais maintenant. Et moi, là, actuellement, j'ai un plan très précis. Je note pour chaque action le montant que je veux investir. Donc voilà pour mon plan. Partie 4, le désir ardent. Premier principe pratique de Hill, le désir, pas un souhait, un désir ardent, une obsession. Et il est honnête là-dessus de façon presque bouleversante. Il dit que son propre désir de constituer cette philosophie du succès a duré 25 ans. 25 ans de déception, de découragement, de défaite temporaire, de critiques et de l'impression constante de perdre son temps. Un simple désir n'aurait pas résisté à tout ça, il fallait une obsession. C'est la distinction fondamentale, vouloir quelque chose et décider de le construire quoi qu'il arrive. Ces deux états d'esprit produisent des résultats radicalement différents. Il propose une méthode rigoureuse, fixe un chiffre précis, pas je veux être à l'aise, un chiffre réel, détermine ce que tu pourras donner en échange, fixe une date, crée un plan, écris tout ça et relis cette déclaration 2 fois par jour, matin et soir. Alors j'ai compris ça assez tard. Pendant longtemps, ma vision était trop vague. C'est quand j'ai commencé à mettre des chiffres, des objectifs, une stratégie derrière mon attention que tout a changé concrètement. Un objectif flou produit une vie floue, c'est mécanique. Partie 5, l'autosuggestion et les émotions. Deuxième principe, l'autosuggestion. Et là, il dit quelque chose d'essentiel que beaucoup ratent complètement. Il ne suffit pas de répéter des affirmations, il faut y mettre de l'émotion. Une pensée sans émotion n'atteint pas le subconscient. C'est une pensée froide, analytique, elle reste en surface. Pour que l'autosuggestion fonctionne, il faut charger la pensée d'une émotion intense, de l'enthousiasme, de la foi, de l'amour, du désir ardent. Ça me fait penser à la méthode Coué, ce pharmacien français du début du XXe siècle qui avait développé sa propre technique de répétition. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, répéter mécaniquement. Donc il va plus loin, il dit la répétition sans émotion, c'est du vent. C'est l'émotion qui met l'énergie en mouvement. Énergie en mouvement, c'est exactement ça. Aujourd'hui, les sportifs de haut niveau utilisent la visualisation, ils se voient gagner, ils ressentent la victoire avant qu'elle arrive. C'est de l'autosuggestion chargée d'émotions. Et ça fonctionne, c'est documenté en préparation mentale depuis des décennies. Partie 6, l'imagination créatrice. C'est le chapitre que il lui-même considère comme pivot. Il dit, lisez tout le livre, puis revenez à ce chapitre et commencez immédiatement à faire travailler votre imagination pour qu'elle vous bâtisse un plan qui transformera votre désir en argent comptant. L'imagination créatrice, c'est le mécanisme par lequel les idées deviennent des plans concrets, et les plans concrets deviennent de la réalité. Les idées peuvent se transformer en argent grâce à une intention précise et des plans précis. C'est la séquence complète de Hill. Désir ardent, autosuggestion chargée d'émotions, connaissance spécialisée, imagination créatrice, plan précis, action persistante. L'imagination créatrice, c'est l'atelier où tout se construit. Sans elle, le désir reste un rêve, avec elle, il devient un projet. Et moi, j'ai moi-même expérimenté ça, j'ai imaginé des choses qui allaient m'arriver dans ma vie et elles se sont construites avec le temps. Donc c'est pas venu du jour au lendemain, mais en tout cas pour moi, l'imagination créatrice a fonctionné. Donc je vous invite à essayer. Partie 7, la décision et la déclaration d'indépendance. Chapitre 8, la décision. Et il l'illustre d'une façon que je n'attendais pas du tout. Il nous raconte la déclaration d'indépendance américaine en 1776.
56 hommes qui signent un document en sachant que s'ils perdent, ils seront pendus pour trahison. C'est l'acte de décision le plus courageux de l'histoire moderne. Et il identifie les 6 causes qui ont déterminé leur victoire. Donc le désir, la décision, la foi, la persévérance, l'élaboration de plans et l'efficacité du cerveau collectif. Ce sont exactement les mêmes principes que ceux du livre. Il dit, si ces principes ont suffi à fonder une nation, ils peuvent suffire à construire une fortune. Et puis il lâche une phrase qui m'a vraiment frappé: tous ceux qui n'arrivent pas à faire fortune, sans exception, ont besoin de beaucoup de temps pour prendre leurs décisions et de très peu pour les modifier, ce que d'ailleurs ils ne cessent de faire. C'est brutal, mais c'est juste. L'indécision est la cause majeure de l'échec. Pas l'incompétence, pas la malchance, l'indécision. En investissement, j'ai vu ça des dizaines de fois. Des gens qui passent des mois à analyser, comparer, hésiter et qui changent de stratégie au premier signe de volatilité. Ils n'ont jamais vraiment décidé. Ils ont juste temporairement choisi quelque chose en attendant de changer d'avis. Décider demande du courage et parfois beaucoup. Partie 8: la persévérance et la peur d'être critiqué. Donc chapitre 9 pour le livre La persévérance. Il part d'un principe simple mais fondamental: la persévérance est à portée de tous, ce n'est pas un don, c'est un état d'esprit. Et comme tout état d'esprit, ça se cultive. Il identifie 16 ennemis de la persévérance, mais il en détaille un plus que les autres: la peur d'être critiqué, la peur du qu'en dira-t-on. Et là, je vais vous parler de moi parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Quand j'ai lancé la chaîne YouTube Kaizen Invest, j'avais peur. La peur de l'échec, la peur d'être critiqué, le sentiment de manque de légitimité. Qui suis-je pour parler d'investissement? Est-ce que les gens vont me prendre au sérieux? Donc moi, à la base, je suis quelqu'un d'introverti, j'ai du mal à structurer ma pensée à l'oral, mais je suis plutôt bon à l'écrit. J'étais pas particulièrement confiant quand j'étais plus jeune, mais j'ai appris une chose au fil du temps: la confiance ne vient pas d'abord, elle vient après. Elle vient de l'action, de s'être lancé dans le sport, dans l'investissement, dans les relations, dans le travail, et d'avoir vu que ça ne s'effondrait pas. Et voilà ce que j'ai constaté sur YouTube: on s'imagine le négatif, le pire scénario. On se voit ridiculisé, ignoré, détruit dans les commentaires, mais la réalité, c'est que j'ai très peu de commentaires négatifs, c'est plutôt bienveillant. Le monstre qu'on imagine est toujours bien plus grand que le monstre réel. Il dit: la plupart des gens permettent à leurs parents, à leurs amis, à leurs entourages de les influencer au point qu'ils n'osent même pas vivre leur propre vie, par peur du jugement. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et j'ai une confiance qui me permet de m'en foutre complètement de l'avis des inconnus, pas par arrogance, mais par expérience. Je trace ma route, tout simplement. Il résume les 4 étapes vers la persévérance: un but précis et le désir ardent de le réaliser, un plan précis qui s'exprime par une action soutenue, un esprit étanche aux influences négatives et un lien amical avec quelqu'un qui vous encouragera à persister. C'est simple, c'est universel, mais c'est vrai. Partie 9: le cerveau collectif. Donc c'est le chapitre 10 dans le livre. Il l'explique ainsi: quand deux esprits ou plus se réunissent autour d'un objectif commun, dans un esprit de coopération, il se crée une intelligence supérieure à la somme des individualités. Et il nous révèle quelque chose d'intéressant vers la fin du livre: la table ronde qu'il décrit. Des associés qui s'assoient ensemble, posent clairement un problème et échangent librement leurs idées. C'est selon lui le secret annoncé dès la préface. Vous connaissez maintenant le secret clé de la table ronde. En 2026, on appellerait ça du brainstorming tout simplement, ou du mastermind. Le mot a changé, l'idée est identique. Donc s'entourer de gens qui progressent élève naturellement son propre niveau. C'est pour ça que Kaizen Invest n'est pas juste une chaîne de contenu. Enfin, j'aimerais que ce soit une petite communauté de bâtisseurs qui se réunissent et qui puissent échanger entre eux sur divers sujets autour de l'investissement et du développement de soi. Donc voilà, c'est mon ambition pour la chaîne. Après, j'espère que ça va se concrétiser. Pour l'instant, j'ai 150 abonnés, donc petite chaîne, mais j'espère que ça ira plus loin, qui sait. Partie 10: la transmutation sexuelle. Il y a un chapitre de ce livre dont personne ne parle vraiment parce qu'il peut peut-être mettre mal à l'aise, parce qu'il sort du cadre habituel. Il l'appelle la transmutation sexuelle. L'idée est celle-ci: l'énergie sexuelle est le plus puissant des stimulants humains. Cette énergie peut être redirigée, transmutée, vers la création, le travail, l'ambition, l'imagination créatrice. Il est catégorique: il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais un grand chef, un grand bâtisseur ou un grand artiste dépourvu de cette force sexuelle créatrice. Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques solides? Honnêtement, pas vraiment.
la science est prudente sur ce sujet. Mais voilà ce que je peux vous dire personnellement. C'est grâce à ce livre que j'ai commencé à pratiquer ça consciemment. Et j'ai constaté des effets réels sur ma concentration, mon énergie, ma capacité à avancer. Aujourd'hui, ce concept est mieux connu sous le nom de rétention séminale. Des créateurs comme Thomas Meyer-Scherrer en ont fait leur spécialité sur YouTube, d'ailleurs. Et moi, je suis abonné. Ce qu'il appelait transmutation sexuelle en 1937, c'est exactement ce territoire avec des mots contemporains. Il fait une observation fascinante, les hommes qui réussissent le plus tôt ont en général entre 40 et 50 ans. Parce que dans leur jeunesse, il y a un gaspillage de cette énergie. C'est entre 30 et 40 ans que l'homme acquiert l'art de la transmutation et souvent, dit-il, de façon accidentelle. Il notera simplement que son pouvoir s'est amélioré entre 35 et 40 ans sans savoir exactement pourquoi. Il ajoute quelque chose d'important, cette énergie seule ne fait pas de vous un génie. Elle doit être couplée à un sentiment amoureux profond pour créer l'équilibre. L'amour canalise, l'énergie seule peut détruire. Et il cite l'exemple des grands vendeurs. Les meilleurs ne sont pas ceux qui connaissent le mieux leurs produits, ce sont ceux qui ont l'énergie la plus intense, un magnétisme personnel qui facilite le contact avec autrui. Ils transmutent consciemment ou non leur énergie en enthousiasme. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est gérer votre énergie comme vous gérez votre argent. Ce que vous dépensez inconsciemment, vous ne pouvez plus l'investir ailleurs. Partie 11, le subconscient et les émotions. Donc c'est le chapitre 12 dans le livre appelé le subconscient. Il compare le subconscient à une station de radio. C'est le lien entre nos pensées conscientes et ce qu'il appelle l'intelligence infinie. Pour que nos pensées s'intègrent dans le subconscient et se transforment en action, il faut les lier à une émotion. Une pensée froide, analytique, ne pénètre pas le subconscient avec la même force qu'une pensée chargée d'émotions intenses. Il identifie 7 émotions positives: l'amour, le désir, la foi, l'enthousiasme, la romance, l'espoir, la prospérité. Et 7 émotions négatives: la peur, la jalousie, la haine, la vengeance, la cupidité, la superstition et la colère. Notre travail, c'est remplacer progressivement les émotions négatives par des positives, avec de l'entraînement, avec de la patience, avec de la persévérance. Il termine ce chapitre par une phrase simple mais magnifique: la grandeur d'un homme est à la mesure de ses pensées. Partie 12, le sixième sens. Le sixième sens, c'est là où il devient le plus difficile à suivre pour un esprit analytique et le plus intéressant aussi. Il dit que le sixième sens est la partie du subconscient à laquelle on a donné le nom d'imagination créatrice. C'est par lui que viennent les inspirations spontanées, les idées qui arrivent sans qu'on les ait vraiment cherchées, les solutions qui émergent dans le silence. Il utilise une technique personnelle qu'il décrit en détail. Dans son imagination, il crée un conseil de 9 hommes qu'il admire: Napoléon, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Lincoln, etc. Et il est le président de ce conseil. Et avant de dormir, il les convoque, il leur pose des questions, il leur emprunte des qualités. Donc par exemple, à Napoléon, il demande l'habileté à stimuler les hommes et la capacité à transformer la défaite en victoire. À Carnegie, la vision entrepreneuriale, à Lincoln, l'humanité et la sagesse. Est-ce que c'est de la magie? Non, c'est de l'autosuggestion sophistiquée. En s'imaginant dialoguer avec des grands hommes, il se programme à penser comme eux, à réagir comme eux, à prendre des décisions à leur image. C'est la même logique que le conseil des maîtres imaginaires des traditions soufis ou des philosophes stoïciens. Marc Aurèle s'inspirait d'Épictète, il s'inspire de Napoléon. La forme est différente, le mécanisme est identique. Ce que je retiens du sixième sens de Hill, c'est cultiver le silence. Les moments sans écran, sans bruit, sans sollicitation. C'est là que les vraies inspirations arrivent, pas devant un tableau Excel, c'est sous la douche, en marchant, dans le demi-sommeil du matin. La psychologie cognitive appelle ça la pensée diffuse. Il, en 1937, l'appelait le sixième sens. Différents mots, même réalité. Partie 13, les 6 fantômes de la peur. Dernier grand chapitre, les 6 fantômes de la peur. Avant de mettre en pratique cette philosophie du succès, dit il faut chasser 3 ennemis de votre esprit: l'indécision, le doute et la peur. Les 6 peurs fondamentales qu'il identifie: la peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de perdre l'amour, la peur de la vieillesse, la peur de la mort. Et là, je vais faire le lien avec mon parcours d'investisseur parce que cette peur, je l'ai vécue concrètement. J'ai toujours été prudent, ce qui est une qualité, mais pendant longtemps, j'ai été trop prudent. J'avais un excès de prudence qui freinait ma progression en bourse.
Je pensais beaucoup aux éventualités négatives au lieu du potentiel positif. Parfois, je restais non investi ou pas assez investi parce que j'essayais d'anticiper les marchés baissiers, mais ce qui est impossible. Si on en revient au livre, c'était la peur de la pauvreté, la peur de perdre. Et paradoxalement, cette peur m'a coûté des opportunités. En cherchant à ne pas perdre, j'ai moins gagné. Il termine le livre par une question qu'il nous pose à tous, celle que je vais vous laisser aujourd'hui. Si j'avais le courage de me voir tel que je suis réellement, je trouverais ce qui cloche en moi et y remédierais. J'aurais alors une chance de savoir profiter de mes erreurs et de tirer un enseignement des expériences d'autrui. Quelle est votre peur principale? Celle qui se cache dans votre subconscient et gouverne vos décisions sans que vous le sachiez vraiment. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est la peur de la pauvreté, et c'est exactement ce qui vous empêche de construire ce que vous pourriez avoir. Nommez votre peur et commencez à lui parler autrement. Conclusion. J'ai relu ce livre du haut de mes 32 ans pour préparer cet épisode, et j'ai réalisé à quel point je l'avais oublié, à quel point il est puissant. Je le recommande vivement. Pas parce que tout ce qu'il dit est vrai ou scientifiquement prouvé, mais parce qu'il réalise sa promesse. Délivrer une philosophie du succès et vous aider à développer un esprit riche. Et c'est exactement ça le message central. La richesse ne se crée pas du jour au lendemain, elle naît dans votre esprit, par vos pensées et se matérialise par vos actions. Un homme sans peur réussit tout ce qu'il entreprend. C'est la dernière phrase du livre, je vous la laisse. Mon objectif ici n'est pas de vous expliquer comment penser, c'est de réfléchir avec vous à ces grandes questions qu'on prend rarement le temps de se poser. C'est ça la bibliothèque du bâtisseur. Merci d'être là. Si cet épisode vous a donné matière à réfléchir, partagez-le à quelqu'un qui en a besoin et dites-moi en commentaire quelle est votre peur principale face à l'investissement. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ce sera sur Morgan Housel et la psychologie de l'argent. Donc d'ici là, construisez sereinement, honnêtement et avec les autres.